Nous sommes en Bretagne, à Rennes, durant l'été 2018. C'est ici que vit Dorian, un jeune homme de 24 ans. Dorian est né à Saint-Malo, on y a vécu assez longtemps. Dorian, enfant, était un petit garçon qui était toujours plein de vie, gai, joyeux, plein de bêtises. Un enfant, s'il voulait en faire une, il la faisait. Avec beaucoup de mal à dormir, à s'endormir le soir, toujours très énervé, toujours avec le sourire. Il aime le contact, il aime le relationnel, il aime l'échange, il aime se sentir aimé. Je pense que c'est le plus important pour lui. Dorian est le deuxième d'une fratrie recomposée de 5 enfants. C'est une famille unie, et dans cette famille unie, c'est le grand frère, et c'est celui qui fait référence pour ses sœurs. Même s'il est exubérant par certains côtés, un peu foufou de la vie, quoi, voilà, c'est quand même un profond gentil, vraiment un gentil. Dorian, en grandissant, est devenu beaucoup plus calme que quand il était petit, heureusement, et très proche familialement. C'est un garçon qui, par ailleurs, fait preuve d'altruisme, puisqu'il s'était engagé chez les sapeurs-pompiers, il s'est engagé aussi dans l'armée. C'est quelqu'un pour qui les valeurs de la générosité, ce sont des choses importantes. S'il est proche de sa famille, le jeune garçon compte aussi de nombreux amis. Dorian a des amis qu'il a depuis très longtemps, depuis le collège, d'ici d'Orgères aussi, et il en avait des nouveaux qui s'étaient faits sur Rennes. Il était toujours entouré de monde et il a été tout le temps demandé. Professionnellement, Dorian travaille depuis 1 an et demi aux côtés de son meilleur ami et colocataire Kevin, dans un bar de la ville de Rennes. Kevin, c'est quelqu'un de très important dans la vie de Dorian. On peut dire que c'est un frère pour lui, puisqu'il est mêlé à sa vie de tous les jours, tout le temps. On avait l'impression de les voir en petit couple. C'est rigolo, parce que s'il y en a un qui n'était pas là, l'autre s'inquiétait. T'es où, tu fais quoi? Jusqu'à quand tu dormais à la maison, mais t'es sûr, t'es bien chez ta maman et ça va bien. Oui, non, c'était très... Eux étaient très fusionnels. Le vendredi 6 juillet, Dorian et Kevin travaillent au bar. Ce soir-là, l'équipe de France se qualifie en demi-finale de la Coupe du monde de football. Alors après leur service, les deux amis décident de sortir faire la fête. Ils vont se rendre dans le quartier Saint-Guillaume, dans une discothèque. Mais en fait, Dorian n'avait pas très envie de sortir cette nuit-là, il était fatigué. Et pour autant, comme il aime bien faire la fête, il va se laisser convaincre par son ami Kevin. Et ils vont donc aller dans cet établissement de nuit qu'ils connaissent bien. Ils sont arrivés tard dans cette boîte de nuit et ils arrivent en fait pas très loin de la fermeture de la boîte de nuit. Ils sont encore là au moment de la fermeture. C'est à ce moment-là qu'un des vigiles leur demande, ils sont dans le fumoir, et leur demande d'éteindre leur cigarette et donc de se diriger vers la sortie. Et puis dans ce fumoir arrivent 4 autres individus. Kevin et Dorian disent qu'il faut partir, qu'il faut arrêter de fumer et partir de l'établissement. Les 4 individus prennent très mal les directives de Kevin et Dorian. Ils estiment qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de clients. Et forcément, il y a de l'alcool, donc ça va être assez violent verbalement. Donc après cette première rencontre malencontreuse dans le fumoir, Kevin et Dorian vont se diriger vers le bar.
Il y a une amie avec qui ils vont discuter. Mais il se trouve que cette amie, c'est aussi une amie de cet autre groupe de jeunes avec lequel il y avait eu un premier incident. Et éclate une nouvelle dispute dont on ne comprend pas très bien la teneur. Les videurs qui connaissent très bien Dorian et Kevin et qui connaissent sans doute également certains des autres du groupe vont calmer tout le monde. Pour ne pas déclencher une éventuelle bagarre, Kevin et Dorian sont invités à emprunter la sortie du personnel qui donne sur une ruelle. Mais à leur sortie, ils sont abordés par deux nouvelles personnes. Donc il s'agit de deux étudiants qui passaient par là. Ils alpaguent Dorian et Kevin et leur demandent de l'eau. Kevin et Dorian les envoient balader, ils n'ont pas d'eau. À ce moment-là, les esprits s'échauffent. En même temps, le groupe de 4 fêtards, ceux qui s'étaient frictionnés avec Kevin et Dorian quelques minutes plus tôt, se dirigent vers la sortie du personnel et ils attendent leur amie serveuse. Et c'est là qu'ils vont se trouver nez à nez avec Kevin et Dorian qui, eux, sortaient par l'arrière de la discothèque. Ainsi, les deux colocataires se retrouvent acculés face à 6 personnes. Les 2 étudiants et les 4 garçons croisés dans le fumoir. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, qu'une bagarre générale explose et elle va être très violente. Il y a un rapport de force qui est manifestement défavorable à Kevin et à Dorian. Ces 6 garçons vont se liguer contre Kevin et Dorian. La bagarre est très violente, de nombreux coups de poing et coups de pied sont échangés et Kevin et Dorian ont vraiment du mal, eux aussi ils sont éméchés à se défendre face à cet assaut. C'est alors que les 2 amis se séparent. Kevin, qui a reçu plusieurs coups, se réfugie à l'intérieur de la discothèque, tandis que Dorian tente de s'enfuir vers le boulevard. La bataille fait rage, Kevin a reçu des coups, il est sonné, il réussit à s'extraire de cette bagarre. Il va retourner dans l'établissement, mais il ne sait pas du tout où se trouve Dorian. Malheureusement, Dorian est toujours dehors face à ces 6 agresseurs, la bagarre continue. Il n'a pas réussi à se réfugier dans la boîte de nuit comme son ami Kevin, et il est à la merci de ces 6 personnes. Donc c'est à partir de ce moment-là où on ne sait plus comment se sont déroulés les faits qui deviennent troublants. Il est 6h20 donc lorsque le camion des éboueurs passe dans ce boulevard à ce moment-là. À l'arrivée des pompiers, Dorian est toujours inconscient. Il est transféré de toute urgence au CHU de Pontchaillou, à Rennes. Dorian est pris en charge et Kevin aussi, il est moins gravement blessé que Dorian. Les familles sont également prévenues. Tout le monde est transféré donc à l'hôpital. C'est une des sœurs de Dorian qui va appeler ses parents. Donc quand le téléphone a sonné à 6h et c'est Morane qui m'a appelé pour me prévenir, elle était affolée au téléphone. Et on sentait bien sa voix, elle le disait, elle dit « Maman, c'est grave, il faut que tu ailles vite fait, il faut que tu viennes vite fait aux urgences. Dorian a eu un accident, mais c'est grave. » Elle m'a dit qu'il fallait que je vienne à l'hôpital. Là, j'ai pris conscience qu'éventuellement, il pouvait se passer quelque chose. Mais malgré tout, je ne pensais pas spécialement à quelque chose d'aussi grave. Je pensais, des contusions, des plaies. Le pronostic vital est engagé, mais les médecins vont essayer de sauver Dorian. Donc il va être placé dans un coma profond en espérant que peut-être ça permettrait peut-être que l'état de Dorian s'améliore un petit peu. Je me dis, il va s'en sortir, Je lui ai parlé à un moment donné parce que je voulais vraiment qu'il s'en sorte et montrer que j'étais là. Mais c'est tout, j'aurais jamais pensé une seule fois ne plus jamais de le revoir vivant.
jamais. À ce moment-là, tout le monde s'interroge. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il se retrouve dans un tel état? Qui l'a agressé et pourquoi? Au commissariat de Rennes, une enquête pour assassinat et violence aggravée est ouverte après l'agression subie par Dorian. Les policiers prennent cette affaire de lynchage très au sérieux. On est en sortie de discothèque. Les bagarres entre discothèques sont plus ou moins habituelles, hein, avec des gens qui ont consommé de l'alcool ou d'autres produits. Mais là, c'est vraiment une circonstance très particulière. Il n'y a quand même pas souvent des découvertes de ce type-là. Donc, bien évidemment, ils peuvent supposer que l'enquête criminelle qui s'ouvre va être compliquée et peut-être prendre du temps. Kevin, l'ami de Dorian, est le premier à être entendu par les policiers. Mais les déclarations du jeune homme sont floues et il n'est pas en mesure de donner le nombre exact des agresseurs présumés. Donc il faut comprendre que Kevin s'est réfugié dans l'établissement de nuit et il est incapable de décrire les agresseurs car tout s'est passé très vite. Par contre, il y a un témoignage, il s'agit d'un voisin qui a vu la scène, qui a vu Dorian entouré par 3 personnes au moment de la bagarre. Il y avait aussi un autre bagarreur qui lui se tenait plus à l'écart. Il y a donc aussi un troisième témoignage, un fêtard qui passait par là et qui a vu 6 ou 7 personnes qui se battaient, donc une bagarre de 6 ou 7 personnes. Enquête d'informations concrètes, la police saisit plusieurs bandes d'images de vidéosurveillance de la discothèque. Il y avait des caméras dans l'établissement de nuit, dans la discothèque, et également des caméras à l'extérieur, notamment à l'avant de la discothèque, et une caméra aussi sur le côté de la discothèque, à l'arrière, qui vont permettre d'avoir le film. Donc il y a les images du fumoir de vidéosurveillance, plus un témoignage d'un videur de boîte de nuit qui était là lui aussi. On va pouvoir identifier donc 4 suspects. Un groupe de 4 amis qui se connaissent depuis longtemps, qui sortent ensemble manifestement assez habituellement, dont 2 frères et puis 2 autres jeunes hommes. Ce sont, on peut le dire de manière globale, des jeunes hommes qui ne sont pas particulièrement connus par les services de police ou de justice, à l'exception de quelques antécédents pour l'un des frères. Les 4 jeunes hommes, Antoine, Thibaut, Stéphane et Sébastien, sont auditionnés chacun leur tour et tous présentent une version commune. Donc les 4 jeunes identifiés vont être interrogés par les policiers. Ils vont dire tous les 4 qu'ils n'ont pas pris part à cette bagarre. Ils ont la même version et qu'ils ont juste vu une bagarre au loin avec 2 autres personnes éméchées. Mais eux n'y ont absolument pas participé. En tout cas, c'est ce qu'ils disent à ce moment-là aux policiers. Les déclarations qu'ils font à ce moment-là sont des déclarations qui ont été préparées puisqu'ils se sont vus après le drame, après le crime, et qu'ils ont préparé une version commune pour éviter d'être mis en cause. Cette version des 4 fêtards est remise en cause par les policiers très vite parce que les 4 garçons en question ont des blessures. Tandis que les auditions s'enchaînent, au CHU de Pontchaillou, Dorian est toujours dans le coma. Le jeune homme présente des blessures importantes au niveau du visage et souffre d'un œdème cérébral. Selon les médecins, les chances de guérison sont quasi nulles. La 2e ou 3e fois que le médecin est venu nous voir, il nous a mis à l'écart forcément, il nous expliquait vraiment ce qui se passait réellement. Et les tests qu'ils avaient faits sur son cerveau pour voir s'il y avait des réactions, malheureusement tout le côté gauche ne réagissait plus. Le médecin a nous dire que c'était pas... qu'il était plutôt pessimiste, on ne pouvait pas l'opérer, et qu'il faisait tout médicalement pour essayer de le faire résorber, qu'il l'avait mis dans un coma profond, qu'il était dans une pièce
Dans la pénombre, il ne fallait pas qu'il y ait de lumière pour stimuler son cerveau. Il ne fallait pas lui parler, il ne fallait pas lui toucher. Vous pouvez aller le voir à ce moment-là, chez notre tour. Pas longtemps. Et il m'a dit, je vais être franc avec vous. Je lui ai dit, très sincèrement, on peut le maintenir en vie, mais ça ne sera plus jamais Dorian. Je refusais la vérité. Il était hors de question pour moi, mon fils n'allait pas mourir, c'était pas possible. Donc l'état de Dorian va se dégrader au fil des heures à l'hôpital, ce qui va provoquer l'angoisse et le désespoir de sa famille qui espérait que les médecins arrivent à le ranimer, à le tirer d'affaire. Et malheureusement, son état va se détériorer. Sa mort cérébrale a été déclarée, je ne sais plus si c'était 18h ou 18h06 le soir. Ce dimanche 8 juillet 2018, les parents de Dorian prennent alors la plus douloureuse des décisions et choisissent de ne pas poursuivre les soins. Mon fils, c'est quelqu'un d'extrêmement vivant et de savoir même de lui-même, si j'avais posé la question, de savoir qu'il aurait été comme ça, non, il n'aurait pas accepté. Donc il fallait prendre la décision dans ce sens-là et c'était pas facile. Parce d'abord on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est une décision que je ne regrette pas parce que je sais que lui, il aurait pris exactement la même décision que moi. Le corps de Dorian est ensuite transféré à l'Institut médico-légal du CHU de Rennes pour être autopsié. Pour toutes les affaires criminelles, il y a une autopsie. Donc c'est évidemment le cas. Il s'agit de déterminer les causes du décès. Donc l'autopsie va révéler que la victime a reçu des coups concentrés sur le visage. Et ces coups, en fait, ce sont des piétinements, des traces de chaussures qu'on va retrouver sur le visage. Voilà, donc la victime a été piétinée. On est en présence d'un fracas facial. Un fracas facial, c'est en fait une atteinte des os, de la mâchoire, du nez, au niveau temporal également. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins vont découvrir que les coups portés à Dorian étaient d'une telle violence que ces os ont été fracturés. Ce qui est très particulier, c'est que le corps de Dorian est quasiment indemne de blessures et qu'on peut donc en conclure que toutes les violences se sont concentrés sur sa tête et sur son visage. De leur côté, les policiers poursuivent leurs investigations et procèdent à des perquisitions au domicile des 4 suspects. Antoine, Thibault, Stéphane et Sébastien. Les policiers, en regardant les images de vidéosurveillance, vont s'apercevoir que 3 des 4 suspects ont des traces sur leurs vêtements, des traces de sang, des traces de bagarre en fait. Et au cours de la perquisition, ils vont pouvoir récupérer certains vêtements, mais pas tous. Alors ces vêtements récupérés par les enquêteurs ont été lavés et d'autres ont disparu. Donc il va y avoir des comparaisons ADN. En fait, on va comparer le sang qu'on a retrouvé sur les vêtements des 4 suspects et il correspond bien à l'ADN de la victime, donc de Dorian. Donc les images de vidéosurveillance, on voit bien les visages et puis aussi le sang, l'ADN du sang sur les vêtements des principaux suspects en font vraiment les 4 principaux protagonistes de ce drame. Au commissariat de Rennes, Antoine, Thibault, Stéphane et Sébastien sont de nouveau auditionnés. Les enquêteurs les informent du décès de Dorian et les confrontent aux traces de sang retrouvées sur leurs vêtements. Et là, les langues vont se délier, il y a une toute autre version qui va apparaître et les 4 suspects vont dire effectivement qu'ils ont participé à cette bagarre. Ils ont une histoire qui ne tient pas. Ils avaient bien construit leur scénario. Ce qui montre bien que finalement ils savaient qu'il s'était passé quelque chose de grave. On ne peut pas dire qu'ils ont quitté une scène finalement sans savoir ce qui s'était passé. Parce que dans ce cas-là,
On n'invente pas une telle histoire. Mais l'histoire ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir quand on est séparés. Finalement, au bout du moment, il y a des brèches, il y a des points de faille, il y a des incohérences. Et au bout d'un moment, voilà, ils vont se lâcher dans la solidarité. Il y aura un témoignage accablant pour Thibault. C'est celui de Sébastien qui dira que c'est lui qui a porté des coups à Dorian. Donc au fil des interrogatoires, ils vont plus se couvrir les uns les autres, ils vont tous se dédouaner des faits, et il va ressortir de toutes ces auditions que Thibault a porté un coup. Donc les 4 suspects vont accuser les 2 autres, vont faire porter le chapeau en fait sur les 2 autres. Ce seraient eux qui auraient porté les coups fatidiques sur Dorian, et ils les décrivent. Donc l'un portait un t-shirt rose et le second portait un t-shirt kaki. À l'issue de leur garde à vue, Antoine, Thibault, Stéphane et Sébastien sont mis en examen pour assassinat, violence aggravée en réunion, état d'ivresse manifeste et guet-apens. Et tous sont placés en détention provisoire. Reste désormais pour les enquêteurs à identifier les 2 derniers agresseurs présumés. Donc les policiers en fait vont passer au crible les images de la vidéosurveillance interne à la boîte de nuit où on voit les 2 suspects qui sont au bar et qui consomment une boisson. À partir de ces images-là, on peut dater des transactions bancaires et ainsi pouvoir donner une identité à ces 2 suspects. Ces 2 derniers agresseurs présumés se prénomment Aurélien et Gabriel. Ils ont 19 ans. Ce n'est que le 6 septembre que l'on va retrouver les 2 autres agresseurs de Dorian. Il est bien évident que les 2 jeunes ne se sont pas manifestés après le décès de Dorian, qui a fait grand bruit sur la ville de Rennes, et puis au plan national aussi, puisque c'est une histoire terrible. Placés à leur tour en garde à vue, Aurélien et Gabriel confirment avoir participé à la rixe avec les 4 autres garçons contre Dorian et Kevin. Mais pour eux, il s'agit d'une simple bagarre qui aurait dégénéré. D'après ces 2 nouvelles auditions, les 2 suspects racontent qu'ils n'avaient aucune intention de tuer. Effectivement, ils ont participé à une bagarre, c'était une bagarre comme une autre, une bagarre d'après-boire de boîte de nuit, mais ils n'avaient vraiment aucune intention de tuer Dorian, et pour eux, c'est un accident. Et bien sûr, ils vont surtout nier avoir porté des coups au visage de Dorian. Mais à ce stade, les enquêteurs estiment disposer d'assez d'éléments à charge contre les 2 étudiants. Eux aussi vont être placés en détention provisoire et sous les mêmes qualifications d'assassinat. Donc on leur reproche d'avoir véritablement voulu la mort de Dorian. C'est une affaire qui s'avère compliquée, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Qui a porté les coups? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette bagarre aurait pu être évitée? Les enquêteurs se font face à une affaire très compliquée en fait. Donc pour tenter de répondre à toutes ces questions complexes, évidemment, on va se pencher sur la psychologie et le passé des 6 suspects. À Rennes, en Bretagne, le 11 octobre 2018, soit 3 mois après le décès de Dorian, une reconstitution des faits est ordonnée. Le quartier de la Tour d'Auvergne, bouclé ce matin à Rennes, barrière bâchée sur tout un périmètre autour de la boîte de nuit, devant laquelle Dorian avait donc été retrouvé au petit matin roué de coups. Et cette reconstitution est assez importante, effectivement, puisque que ce soit lors des auditions de garde à vue ou lors des auditions ensuite devant le juge d'instruction, les différents mis en cause n'ont jamais permis de savoir exactement qui avait fait quoi, et notamment qui était en dernier lieu sur le boulevard, là où Dorian va être retrouvé inanimé dans une mare de sang, là où on peut supposer que les derniers coups, peut-être les coups les plus importants, ont été portés directement à l'origine de la mort de Dorian, étant précisé que d'après les témoins, les rares témoins sur ce boulevard après les faits,
il était question peut-être de 2 hommes qui, par rapport au groupe de 6, qui auraient été en dernier à proximité de Dorian. Exceptionnellement, les parents de Dorian sont autorisés à assister à la reconstitution. On a fait la demande de participer à la reconstitution. Parce qu'en général, ça ne se fait pas. Les parents ne sont pas là. Mais nous, on voulait voir comment ça s'était passé pour bien comprendre, parce qu'entre ce qu'on nous dit et ce qu'on voit, c'est différent. On voit les choses différemment. Et puis on voulait les voir eux, surtout, les agresseurs. Les voir faire ce qu'ils ont fait, même s'ils ont minimisé les choses et qu'ils ont... On avait l'impression de voir un acteur qui jouait un rôle. C'était pathétique. Dans cette confrontation, chacun va tirer la couverture à soi et tenter de se disculper. Personne ne reconnaîtra avoir porté des coups mortels sur Dorian. La version qui va être donnée par les uns et par les autres, qui va être tenue finalement plus ou moins pendant toute l'information, c'est il y a eu une bagarre générale. Dans cette bagarre générale, on ne sait pas très bien qui a fait quoi et qui a donné quel coup à qui, Kevin ou Dorian. On pensait qu'il y en aurait eu plus de sincérité de la part des co-auteurs, qu'on aurait eu plus de lumière sur qui a fait quoi, comment ça s'est passé, pourquoi. On n'a pas eu les réponses qu'on attendait. Alors, pour tenter de comprendre comment ce soir de fête s'est transformé en lynchage mortel, les enquêteurs se penchent sur les profils des principaux accusés. À commencer par le groupe de 4 amis, dont font partie 2 frères. Donc il y a les 2 frères, Thibaut et Antoine, ils ont 3 ans de différence, ce sont des frères complices, ils passent beaucoup de temps ensemble et ils sont très proches. Les 2 frères ont une passion commune pour le football, auraient bien aimé devenir footballeurs professionnels, mais n'ont pas pu ni l'un ni l'autre. Le grand frère aussi a été facteur. Au moment des faits, il était à la recherche de quelque chose qui lui donnerait une plus grande liberté. Ce qu'on sait, c'est que c'est une famille a priori assez unie, des parents qui ont été présents. En tout cas, père restaurateur et en d'autres entreprises. 2 frères, de par aussi leur parcours, qui étaient particulièrement engagés dans l'entreprise, surtout le frère aîné, finalement, qui a voulu soutenir son père. Et puis il y a aussi Stéphane, donc lui c'est un ami de cette fratrie. Il s'est rapproché des 2 frères parce qu'ils s'entendaient bien. Il a eu une enfance assez difficile et une vie compliquée. Malheureusement, il a perdu sa mère alors qu'il n'avait que 13 ans. Et il a perdu son père avec qui les rapports n'étaient pas excellents, d'un cancer, de sorte qu'il est orphelin, qu'il a donc déjà une histoire de vie avec des carences affectives importantes. Lui aussi est facteur. Donc la mort de Dorian va laisser des traces parce que l'ami des 2 frères va se désolidariser des 2 frères. C'est un jeune homme qui est en colère. Il est en colère parce que finalement il ne veut pas dénoncer, mais il attend que l'instigateur des faits se dénonce lui-même. Conflit de loyauté très fort pour celui-là, en lien avec son histoire et l'histoire familiale. Le dernier, c'est Sébastien. Sébastien, lui, il a une personnalité plus introvertie et il sera resté en retrait pendant toute cette scène de violence, ce qui fait d'ailleurs qu'il ne sera pas poursuivi, lui, pour les coups portés sur Dorian et sur Kevin. C'est un garçon plus discret, c'est un garçon plus renfermé. Donc il faut comprendre une chose, c'est que les 4 personnes qui ont été mises en examen à ce moment-là avaient beaucoup bu. Ils avaient commencé à boire dans l'après-midi et que le drame a eu lieu à 6 h du matin. Donc on imagine que les heures se sont additionnées et les verres aussi. Et qu'ils étaient forcément dans un effet second. Et en plus, il y a l'effet de groupe qui a dû jouer énormément. Voilà comment s'est déroulé ce drame. Quant aux 2 derniers suspects, les étudiants Aurélien et Gabriel, il ressort de l'enquête que rien ne pouvait laisser présager qu'ils participent à une telle rixe. Les 2 autres garçons sont tous les 2 étudiants, issus de bonnes familles, pas de casier judiciaire. Aucun de ces garçons n'a un profil de grand violent, et aucun n'avait de raison valable de faire preuve d'une telle violence
à l'égard des deux jeunes qui étaient en face d'eux, et particulièrement de Dorian. Encore une fois, s'il n'avait pas été à la sortie de la discothèque, cette histoire ne serait jamais arrivée. L'instruction prend fin au bout de 3 ans. 5 des accusés sont renvoyés devant la cour d'assises pour violence volontaire avec intention de donner la mort. Le 6e accusé, Sébastien, est poursuivi uniquement pour destruction de preuves. Donc le juge d'instruction retient que ces garçons voulaient tuer Dorian et il va joindre l'infraction connexe de violence volontaire au détriment de Kevin, lesquelles violences n'ont pas entraîné la mort de Kevin. Les enjeux de ce procès sont très importants. Il s'agit de 6 accusés, 6 accusés qui ont une vingtaine d'années. En fait, ce sont des jeunes et qui vont jouer en fait toute leur vie dans ce procès parce que les condamnations risquent d'être lourdes. À Rennes, le 11 octobre 2021, 3 ans après la mort de Dorian, c'est dans une ambiance tendue que s'ouvre le procès de ces 6 agresseurs à la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. C'est un procès très suivi. Et c'est un procès d'autant plus suivi, encore une fois, qu'on a affaire à des jeunes et que finalement, toute la jeunesse rennaise se sent concernée et au-delà, la jeunesse d'une manière générale se sent concernée par des faits de cette nature, parce que finalement, est-ce que ça ne pourrait pas arriver à n'importe qui? La famille de Dorian attend surtout, lors de l'ouverture du procès criminel, de savoir ce qui s'est vraiment passé, de savoir qui est vraiment responsable de la mort de Dorian et en l'occurrence de savoir qui étaient les 2 derniers agresseurs qui se trouvaient avec lui sur le boulevard et sans doute qui ont porté les derniers coups les plus violents, occasionnant de manière certaine la mort ensuite de Dorian. Mais après 3 ans d'enquête, les proches de Dorian redoutent la défense des accusés. L'attente est trop longue, ça permet, je trouve, aux accusés de se faire leur petit speech dans leur tête, de savoir ce qu'ils vont dire, de se préparer et de savoir qu'ils étaient dehors. Je crois que c'est ça qui a été le pire. Donc on a attendu le procès en espérant que tout ce délai aurait permis à ses co-auteurs justement de se dire oui, il est peut-être temps un peu de dire comment ça s'est passé, pourquoi, et voilà, qu'on dit voilà, on a été trop loin, on ne pensait pas arriver à faire ça, on l'a fait. Tout l'enjeu de ces 10 jours d'audience est donc de déterminer le rôle de chacun dans cette bagarre qui a fait 2 victimes. Kevin, grièvement blessé, et Dorian, qui a perdu la vie. Les avocats de la défense plaident le flou. Chacun veut sauver sa peau. Personne n'accepte de dire qu'il était sur le boulevard en dernier lieu. Personne, ou quasiment personne, n'accepte de dire qui peut-être se trouvait sur le boulevard, parce qu'il y a ce qu'on a fait soi, puis il y a ce qu'ont fait les autres, ce qu'on a possiblement vu, puisqu'on était sur place. Le principal point noir de ce procès, c'est qu'il n'y a pas de preuves formelles pour déterminer qui a porté le coup fatal sur Dorian, sur la victime. La bagarre entre les 6 et Dorian et Kevin n'a pas été filmée, il n'y avait pas de vidéosurveillance à cet endroit-là précis. On a l'impression qu'ils n'ont rien fait. Ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont rien fait, qu'ils étaient là par hasard et que Dorian, dans leurs propos, dans leurs gestes, leur attitude, Dorian serait fait ça tout seul. Mais l'accusation met en avant la volonté de blesser, en s'appuyant notamment sur les images de vidéosurveillance montrant Dorian en état d'ébriété avant la bagarre. La partie civile va rappeler dans ce dossier la personnalité évidemment de Dorian,
sa vulnérabilité. Combien, effectivement, lui n'était pas en état de se défendre, parce qu'il était lui-même sous l'emprise de l'alcool et parce qu'ils étaient 6 contre 1, 6 contre 2. Mais Kevin a pu s'échapper assez vite, donc finalement, c'est 6 contre 1. Il ne pouvait pas, il n'avait pas les moyens de se défendre. Et il y a une disproportionnalité manifeste entre ce déchaînement de violence et la situation d'un garçon qui est en état d'infériorité. On voit les vidéos, donc la caméra sur le devant qui filme bien leur sortie. On voit la caméra derrière où on voit Dorian et Kevin sortir et Kevin Dorian qui tient à peine sur ses jambes, qui a du mal à allumer sa cigarette. Et là, on voit tout de suite Kevin qui rentre en courant, enfin pas en courant, mais en marche arrière en essayant d'échapper à des coups. Après, on n'a plus rien derrière. Et devant, on voit tout le monde sortir avec les jeunes et les 4, justement, qui sont devant la discothèque. On les voit assez énervés à attendre devant la sortie. Bouger dans tout, bouger. C'est pas comme s'ils attendaient quelqu'un calmement. On a l'impression de quelqu'un qui fait les 100 pas devant une porte. Et une fois qu'il n'y a plus personne à sortir, c'est là qu'ils vont derrière. Donc pour moi, leur version n'est pas cohérente. Il n'y a pas de mobile sérieux. Il n'y a pas de raison valable de tuer un garçon de 25 ans et de le laisser sur le trottoir pour mort. Parce qu'on aurait pu imaginer que ces 6 garçons portent secours à Dorian. S'apercevant de l'état dans lequel il se trouve, on aurait pu imaginer que non seulement ils allaient s'arrêter d'eux-mêmes, mais que de surcroît, ils allaient appeler les secours. Or, ils n'ont pas appelé les secours, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis et ils ont en plus, pour les 4 qui étaient en bande, si je puis dire, détruit une partie des pièces à conviction qui auraient été utiles pour l'enquête. Donc ils se sont vraiment mal conduits, c'est le moins qu'on puisse dire, ces 6 garçons, qui avaient pourtant des profils sans histoire trop lourde, sans grosse casserole. Voilà, donc c'est vrai que ça interpelle tout le monde. Après 10 jours de procès, le verdict tombe. La cour d'assises d'Ille-et-Vilaine retient la culpabilité pour Thibault, Antoine, Stéphane, Aurélien et Gabriel. Sébastien, lui, va être acquitté. Les peines sont les suivantes. Pour Thibault, 15 ans, mais c'est assez logique, puisque finalement, il apparaît comme celui qui véritablement a voulu porter les coups les plus graves, si ce n'est voulu donner la mort. Antoine est condamné à une peine de 8 ans de réclusion criminelle. Stéphane est condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Aurélien est condamné à la même peine. Et Gabriel est condamné à une peine de 13 ans de réclusion criminelle. Donc on a retenu pour tous ces garçons la volonté de donner la mort. Ils se sont tous tournés vers moi, et sa maman aussi, bien sûr, et pour nous demander pardon. Ce que je répète, que je n'arriverai jamais à faire. La vie d'une personne, c'est quoi en année? Il n'y a pas de barème. Donc c'est 6 mois, 5 ans, 15 ans, on ne sait pas. C'est pas ça le plus important, c'est qu'ils arrivent à un jour être suffisamment enfermés, suffisamment longtemps, de faire une introspection sur eux-mêmes en disant oui, voilà, dans mon comportement, ça m'a permis d'ôter la vie de quelqu'un un jour. Est-ce que c'est vraiment pourquoi je suis venu au monde? Non, je pense pas. Mais alors que les parents de Dorian espèrent clore la partie judiciaire, les 5 prévenus vont faire appel de leur condamnation. Ils souhaitent que les faits soient requalifiés en coups mortels. Des coups mortels, ça, c'est l'idée que certes on a porté des coups, certes on a été violent, mais on ne voulait pas tuer. Et ça, c'est la position qu'ils tiennent tous. On n'a jamais voulu tuer Dorian. Et cet appel est plutôt logique dans la mesure où ils sont toujours dans un déni des faits. On ne peut pas accepter une peine. Pour eux, ne pas faire appel serait une reconnaissance. Ils restent axés sur le mode défensif initial. On aurait voulu pouvoir faire notre deuil, continuer notre vie, sans oublier Dorian pour autant.
Mais voilà, pas passer à autre chose, parce que c'est pas les termes, mais plutôt voilà, aller de l'avant. On aurait voulu qu'ils comprennent ça et qu'ils acceptent. On attend toujours plus de réponses au nouveau procès. J'appréhende un peu, plus que le premier, parce que je me dis que là, ils ont fait déjà un procès, ils savent comment ça se passe. En septembre 2022, à l'issue du procès en appel, les peines des accusés sont revues à la baisse. Thibault est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Antoine à 3 ans. Stéphane à 6 ans. Quant à Aurélien et Gabriel, leur peine est abaissée à 5 ans. Je vois toujours le côté noir des choses. J'arrive pas à positiver. Et on voudrait un petit peu plus de vérité et surtout qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Ça ne changera pas la situation, mais ça serait bien. Ça serait bien qu'ils arrivent à nous dire un peu ce qui s'est passé. Pourquoi cet acharnement de violence et d'être aussi lâches comme ils sont maintenant. Ils nous ont pris quelque chose qui ne pourra jamais revenir en arrière. Et je ne pourrai jamais leur pardonner. On mène un combat pour Dorian, pour que d'autres familles ne soient pas dans notre cas, quoi. On ne veut pas que la mort de Dorian soit inutile. On sait qu'il ne reviendra jamais. On sait qu'on a perdu notre fils, c'est dramatique. Mais malgré ça, on veut que ça serve à quelque chose. On veut vraiment que les gens se sentent concernés, parce qu'en fait, ce qui nous arrive à nous, malheureusement, ça pourrait arriver à n'importe qui, et on veut éviter ça.